Pour le moment, les avocats au Conseil ne figurent pas dans le projet de loi Macron. Pourtant, un récent rapport d'information de l'Assemblée nationale proposait une modification de vos conditions d'installation. Qu'en pensez-vous? Alors il est vrai qu'il y a eu une mission d'information parlementaire présidée par Madame Untermaier qui s'est intéressée aux professions réglementées et qui s'est intéressée à notre profession. Cette mission a fait un rapport. Et dans ce rapport, il y a une proposition qui n'est pas une proposition de la mission, mais qui est une proposition de Madame Untermaier seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'accord des autres membres, notamment de son vice-président, M. Houillon. Elle souhaiterait que soit supprimé notre statut d'officier ministériel et que soit supprimé également ce que l'on appelle le droit de présentation. À l'heure actuelle, même si je crois qu'on peut réfléchir aux évolutions de notre profession, je ne suis pas en accord avec ces deux propositions de réforme qui sont faites. Supprimer le statut d'officier ministériel, concrètement, ça veut dire que l'avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation ne sera plus nommé dans ses fonctions par un arrêté ministériel. Il acquérera donc un fonds libéral, il ne sera pas nommé dans des fonctions, et ça a une valeur certes qui est symbolique et difficile à quantifier, mais quand on est nommé par un ministre, ça veut dire qu'on prend un engagement vis-à-vis de l'État et en tout cas du service public, de celui que l'on doit remplir, et qu'on n'est pas seulement chargé de la rentabilité d'un fonds libéral. Et quelles pourraient être les conséquences concrètes en cas de suppression de ce statut ? Les conséquences concrètes, elles ne sont peut-être pas immédiates, parce que comme je vous le dis, c'est probablement d'abord symbolique, mais la conséquence concrète, c'est que nos missions de service public sont nombreuses, même si elles ne sont pas exclusives de notre exercice, que tout le monde, c'est-à-dire chaque avocat au Conseil à l'heure actuelle, y contribue. Donc vous parlez de l'aide juridictionnelle. Je parle de l'aide juridictionnelle, je parle des permanences des référés au Conseil d'État, je parle des mandats d'arrêt européens, d'un certain nombre de tâches, et même de tâches nombreuses, que nous assumons absolument gratuitement, mais je parle surtout et essentiellement de l'obligation qui nous est particulière, qui est presque, que l'on pourrait appeler une obligation de déconseil plutôt qu'une obligation de conseil, puisque nous avons l'obligation de déconseiller à nos clients de soutenir des pourvois qui ne sont pas sérieux, et c'est-à-dire qui ne posent pas, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, parce que les questions en litige étaient des questions factuelles et non pas des questions juridiques. Et donc pour ce qui est de la suppression du droit de présentation et de la liberté d'installation, quel est votre avis? À mon sens, c'est la liberté d'installation qui aboutira à créer des inégalités entre les différents diplômés de notre certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil. Pourquoi? Je m'explique. Un jeune diplômé qui a une famille, des parents qui sont déjà dans le milieu juridico-judiciaire. Prenons un exemple, celui qui sera le plus vraisemblable, celui dont les parents sont déjà, le père, la mère, les deux, l'un ou l'autre, sont déjà avocats au barreau de Paris, associés dans de grands cabinets, ont occupé des fonctions ordinales importantes. Bien évidemment que celui-là n'aura aucune difficulté, à peine diplômé, à poser sa plaque. Mais mon diplômé, qui est d'origine plus modeste, dont la famille est en province, n'a rien à voir avec le milieu juridique, qui n'a pas de parents avocats, professeurs de droit ou magistrats, ça lui sera impossible. Ou alors il se retrouvera dans la situation de certains avocats du barreau de Paris, qui effectivement ne trouvent pas de collaboration une fois diplômés et n'ont pas d'autre choix que de mettre leur plaque et s'installer, et qui ne vivent pas de leur profession. Selon le rapport de cette mission d'information, certains diplômés, donc titulaires du CAPAC, resteraient sur le carreau et n'arriveraient pas à s'installer. Donc il s'agirait sans doute de nouvelles opportunités pour ces personnes. Alors, c'est vrai que il y a cette affirmation dans le rapport de la mission parlementaire. Cette information est inexacte. Ça m'a ému évidemment de lire ça dans le rapport, donc j'ai immédiatement, surtout que je ne connaissais pas de diplômé qui n'ait jamais trouvé de place ou qui n'ait jamais eu de proposition, puisque le rapport dit c'est surtout qu'il n'aurait jamais de proposition. Donc j'ai fait des recherches dans nos archives
sur ces 20 dernières années. Sur les 20 dernières années, j'ai 2 personnes titulaires du CAPAC depuis plus de 10 ans qui n'ont pas trouvé de place et auxquelles il est vrai qu'il n'a pas été fait de proposition. L'une d'entre elles a passé son examen avec une maladie évolutive qui malheureusement a évolué et qui l'a gravement handicapée, qui fait qu'elle ne peut pas à l'heure actuelle prendre la responsabilité d'un cabinet à cause de son état de santé. Il y en a un autre qui a eu son examen et auquel aucune proposition n'a été faite parce que nous avons su, après qu'il ait son examen, qu'il avait un casier judiciaire. Alors après, c'est vrai que ceux qui ont l'examen n'ont pas le lendemain une place. Il faut combien de temps à peu près? Alors, c'est variable. Certains, dès le lendemain de leur examen, mettent en route un dossier pour s'installer parce qu'ils sont attendus en réalité par le patron pour lequel ils travaillent qui veut les associer. Ce n'est pas le cas de certains autres qui, selon les cas, ont un délai qui varie entre 2 et 5 ans pour trouver une place, sachant que parfois, c'est le jeune diplômé lui-même qui, pour des raisons qui tiennent à l'organisation de sa vie personnelle, préfère différer le moment où il prendra la responsabilité d'un cabinet. Vous affirmez donc qu'il n'y a pas de collaborateurs frustrés de ne pas avoir pu s'installer car titulaire du CAPAC? Écoutez, peut-être qu'il y en a qui, au bout de 2 ans, sont frustrés et trouvent que ça devrait aller plus vite, mais à ma connaissance, nous ne sommes pas du tout comme les notaires où il y a de très nombreux diplômés qui n'ont pas trouvé de place de notaire. Il y en a quelques, mais très peu, à mon avis, qui se comptent sur les doigts d'une main, qui, ayant eu l'examen, ne sont pas devenus avocats au conseil, mais c'est généralement parce qu'ils ont eu plusieurs propositions sur lesquels ils ne se sont pas mis d'accord, et puis ils ont préféré partir après, généralement, d'ailleurs, faire de belles carrières d'avocat à la cour. Mais il n'y a pas de cohorte de jeunes diplômés auxquels nous barrerions la porte d'entrée et qui n'auraient jamais accès à notre profession. Alors toujours selon ce rapport, le filtrage exercé par les avocats au conseil ne fonctionnerait pas ou ne serait pas suffisant. Et d'ailleurs, des réflexions sont en cours à la Cour de cassation. Et l'une des questions à l'étude est de savoir si elle ne devrait pas opérer une sélection des affaires qui lui sont soumises. Alors, le filtrage et la sélection des affaires, ce sont 2 choses différentes. Nous, effectivement, nous sommes un filtre, c'est-à-dire que nous arrivons à dissuader un certain nombre de plaideurs de poursuivre leur procès devant la Cour de cassation en leur montrant et leur démontrant et les persuadant qu'ils n'ont aucune chance de gagner devant la Cour de cassation. Donc il est suffisant, ce filtre, à vos yeux? Alors, il est suffisant. Après, il l'est ou il ne l'est pas, mais nous sommes un filtre. Et sachant qu'on ne peut pas refuser, si quelqu'un, bien qu'on lui ait dit que son affaire ne valait rien, veut poursuivre, on ne peut pas lui refuser. Et le président de l'ordre, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a une légère divergence avec le Conseil d'État sur ce point, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, le président de l'ordre est tenu de désigner un avocat d'office à celui qui, bien qu'on lui ait dit que son pourvoi n'était pas sérieux, veut poursuivre. Donc ce filtre existe. Après, la question, ce n'est pas de savoir si le filtre est suffisant, c'est de savoir quel est le nombre d'affaires que la Cour de cassation peut ou accepte de juger. Et s'il est nécessaire ou pas de réduire le nombre de ces affaires. Donc là, on vient dans le tri et non plus dans le filtre. Le tri, ça veut dire décider, et là, ce n'est pas le rôle de l'avocat, mais c'est le rôle soit de la juridiction elle-même, soit de la juridiction inférieure, décider que seules certaines affaires, certains types d'affaires, donc soit sur l'enjeu, soit sur le type, soit parce qu'on les désigne, pourront être examinées par la Cour suprême. Avant tout examen, je suis a priori hostile à cette idée qui me paraît très peu démocratique et même pas du tout démocratique, puisque ça voudrait dire que certaines affaires, même mal jugées, soit sur le fond du droit, soit sur les conditions dans lesquelles les plaideurs ont été jugés, ne pourront pas être censurées par la Cour de cassation. Ça veut dire aussi que ce rôle régulateur qui me paraît très important, parce qu'en se prononçant sur les affaires, la Cour de cassation
assure l'uniformisation de l'interprétation du droit, mais aussi des conditions dans lesquelles chacun est jugé, ne pourrait plus être remplie, parce que si on ne se prononce que sur quelques affaires par an, on fait de beaux arrêts de principe sur des questions sociétales ou sur des questions économiques importantes, mais on ne dit plus à tout l'ensemble des juridictions nationales comment ils doivent juger. Donc je suis assez hostile à toutes les méthodes qui préconisent une sélection des affaires. En revanche, je suis certaine, et nous participons avec beaucoup d'intérêt aux réflexions de la Cour de cassation, je suis certaine que l'on peut trouver des modalités de jugement devant la Cour de cassation qui permettent à la Cour de cassation et à ses magistrats de passer moins de temps sur certaines affaires pour pouvoir consacrer plus de temps à d'autres affaires qui, effectivement, donneront lieu à des arrêts de principe et qui permettront peut-être plus de pédagogie vis-à-vis des cours d'appel pour qu'elles-mêmes, après, s'alignent sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Et de quel type de mécanisme s'agirait-il ? Écoutez, c'est toute la réflexion qui est menée à l'heure actuelle. Bien entendu, ce qui est examiné, c'est les actuelles procédures de non-admission qui existent déjà et qui peut-être ne fonctionnent pas suffisamment bien dans la mesure où elles ne font pas finalement à la Cour de cassation telles qu'elles existent actuellement gagner véritablement de temps sur le traitement des affaires qui donnent lieu à une décision de non-admission.